Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'histoire de vinyle. Aujourd'hui, je me suis mis sur mon 31, entre guillemets. Je vais parler d'un genre musical qui a été beaucoup considéré comme étant celui d'une certaine élite qui avait pour projet de porter le rock vers des sphères et des hauteurs supérieures. En tout cas, peut-être avez-vous compris, il s'agit du rock progressif, de prog rock. Je sais que je m'aventure sur un territoire miné. Alors tout de suite, je vais donc apporter quelques précisions qui proviennent en partie des commentaires qui ont été faits sur la vidéo consacrée au rock, au hard rock, au début des années 70. Il ne s'agit pas pour moi d'être exhaustif, il s'agit pour moi de vous partager les albums que j'aime, que j'ai dans la discothèque en vinyle. Bien entendu, il y a énormément d'albums que vous pourrez évoquer, que j'ai peut-être CD, voire en cassette, ou que je n'ai pas du tout. Et puis surtout aussi, je n'évoque que mes préférences. Alors, allons-y avec le rock progressif. Je pense qu'il faut commencer par son lieu de naissance. C'est sans aucun doute la Grande-Bretagne. La période, l'intervalle de temps. Eh bien, je pense que, personnellement, comme c'est indiqué sur la vidéo, 1970-1976. Bien entendu, le rock progressif va connaître un renouveau dans les années 80, et puis même aujourd'hui, avec des groupes dont je ne vais pas parler. Dans les années 80, il y aura Asia, il y aura Marillion, il y aura Fish, qui sont liés. Dans les années 90-2000, il y aura Dream Theater, par exemple, Porcupine Tree, quoique moi je le mets un petit peu du côté du rock psychédélique, mais bon, peu importe, tout ça c'est une affaire de goût. Donc revenons à nos moutons. Les années 70, 1970-1976, vous avez bien sûr, pour ceux qui connaissent un petit peu le rock progressif, vous savez très bien que ça commence un peu plus tôt et que ça se termine dans les années 70, pratiquement avec l'arrivée du punk en Angleterre. Les racines. Les racines, je vais vous passer quelques albums comme ça qui, je pense, ont influencé ou ont joué un rôle déterminant dans la transformation de ce qui était le rock à la fin des années 60, le rock psychédélique en particulier, vers le rock progressif. Alors, quelques albums. Des Anglais, encore une fois. Premier album de Procol Harum, 1967. Une caractéristique, petit à petit, je vais vous proposer un petit peu ce que j'entends moi par le rock progressif, sachant que c'est une traduction assez erronée du terme anglais progressive rock, puisque progressive rock, ça voudrait dire en français le rock en progression, ou progressiste, même si j'aime pas tellement ce terme. Donc le terme déjà rock progressif n'est pas tout à fait adapté, bon peu importe. Le premier album de Procol Harum, il met l'accent sur une chose qui est importante selon moi, donc 1967, c'est l'importance que vont jouer les paroles. Et effectivement, beaucoup de rock progressif vont attacher une importance très importante aux paroles. Parmi les paroliers, ici, pour Procol Harum, c'est Keith Reid, bien entendu, et puis dans les albums qui vont suivre, bien sûr, l'emploi ou la référence à la musique classique. Parmi les influences, effectivement, du rock progressif et des groupes de rock progressif, il y aura dans ce désir d'élever en quelque sorte le rock, de le sortir de son carcan, de son refrain, de son machin, bref, de ses paroles assez binaires d'amour, de sexe et de rock'n'roll. Là, on veut s'élever un tout petit peu, donc la musique classique sera une référence. Ça vaut pour le groupe suivant, les Moody Blues. En particulier, leur album de 1967, pareil, Days of Future Past, avec l'emploi effectivement d'un orchestre symphonique. Ils prennent une dimension, ils essaient de s'extraire du format classique, même si vous les allez retrouver sur l'album des titres assez péchus, garage. Ils se souviennent un petit peu d'où ils viennent, en quelque sorte, les Moody Blues. Je pense que les premiers à avoir soudainement fait comprendre que la musique, ça pouvait aussi pas seulement se danser, mais s'écouter. Je pense que c'est un petit peu ce qui va... je vous ai dit, je vais semer les petits cailloux de ce qui caractérise le rock progressif. C'est une musique qui s'écoute.
plus qu'elle ne se danse, soi-disant. Bon, on peut en discuter. Sans, voilà, le Sgt Pepper des Beatles en 1967, hein, vous voyez, ça faisait cette trilogie, et ils vont s'en souvenir. Ils vont s'en souvenir parce que ici, les Beatles font la démonstration que on peut aller très très loin dans l'utilisation des moyens de studio, mais aussi dans l'utilisation d'instruments qui ne sont pas ceux qui sont classiquement utilisés dans le rock, avec des cuivres en particulier, corps de chasse, enfin bref, la totalité bien sûr, le studio et ses capacités extraordinaires. Alors, beaucoup de groupes de rock progressif vont avoir l'utilisation parfois abusive de l'orgue. De l'orgue et puis d'un instrument qui sera inventé à la fin des... Voilà, et qui sera beaucoup utilisé, c'est le mélotron qui va produire des espèces de loops, de boucles. Et puis, un groupe de ce point de vue, et bien sûr, dont l'un des membres, nous allons le retrouver plus tard, c'est Greg Emerson, et bien sûr, le groupe c'est The Nice, et en particulier cet album, The Thoughts of Emily Stubbs Jack. Tout comme l'album précédent des Beatles, c'est un album de rock psychédélique, de rock, pop rock psychédélique à l'anglaise. Et voici une des influences, à part la musique classique, il me semble, de la musique progressive, du rock progressif, c'est le rock psychédélique. Je veux dire, ignorer que le rock progressif, c'est un bourgeon qui a poussé sur la branche si riche, et vous savez comme j'apprécie le rock psychédélique, qu'est bien sûr le rock psychédélique, bien sûr ce serait tout à fait un non-sens. Oui, parmi les influences, il y a la musique classique, il y a le rock psychédélique, et beaucoup disent, en fait, le rock progressif, c'est une volonté de s'émanciper du schéma classique, c'est ce que je disais tout à l'heure, du rock. Voilà, le truc standard, et les paroles, et puis voilà. Les groupes de rock psychédélique aux États-Unis surtout, et puis en Angleterre, ça fait longtemps déjà qu'ils se sont émancipés du format classique. Hein, avec les influences, je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai consacrées au rock psychédélique. Donc les premiers à avoir voulu vraiment s'émanciper, à avoir voulu expérimenter, à avoir donné une importance très grande à l'improvisation, ce qui va être le cas aussi pour les groupes de rock progressif, ce sont les groupes de rock psychédélique, excusez-moi. Hein, bon. Alors, dans l'expérimentation, l'utilisation de moyens de studio, et puis de nouvelles machines, eh bien vous avez un groupe qui, me semble-t-il, n'est pas beaucoup évoqué, et pourtant, eh bien c'est le groupe White Noise. Superbe, sorti en 1969, un groupe anglais, bien entendu. Du point de vue de l'expérimentation, vous y êtes, il y a encore ce côté, bien sûr, lié au côté pop, hein, avec les Nice, c'était la même chose, mais je pense que c'est sans doute quelque chose qui a dû être écrit par pas mal de musiciens de rock progressif en Angleterre. Un autre album qui, je pense, a pas mal défriché de ce point de vue, dans a créé des ambiances qui sont plus celles simplement de la vie quotidienne, mais qui vont se détacher un petit peu, parce que le rock progressif, ça va être ça, va être d'explorer d'autres voies littéraires ou d'autres univers parallèles, l'heroic fantasy par exemple, la science-fiction surtout, et pas uniquement. Alors, Ummagumma, alors encore une fois, c'est mon choix, vous n'êtes pas d'accord? Dans les commentaires, il n'y a pas de souci, j'essaierai de répondre au maximum à ce que vous dites, et j'entendrai, comme d'habitude, j'entends très très bien tout ce que vous me dites. Ummagumma, c'est le double album qui sort en 1969, bien sûr, des Pink Floyd, vous le connaissez. C'est, selon moi, un album qui a posé quelques jalons dans le rock progressif. Un autre monsieur que j'ai évoqué préalablement, Roger Bunn, qui n'a pas eu beaucoup de chance, certainement, cet individu, qui enregistre un album en 1970, Peace of Mind, où là vous allez trouver une autre influence importante des groupes de rock progressif, c'est le jazz. Et en effet, la folk, le jazz, à la moulinette du psychédélique, et puis avec des paroles très très élaborées. Je vous ai dit tout à l'heure, les paroles. Vous avez quelques paroliers, donc vous avez Keith Reid, bien sûr, et puis j'y reviendrai, parce que le parolier
de King Crimson, c'est quand même quelque chose. Les paroliers, et puis aussi l'adaptation de certains textes littéraires, ça va être quelque chose d'assez fréquent dans les rocks progressifs. Alan Parsons Project va adapter des poèmes de Edgar Allan Poe. Catharsis en France va adapter des poèmes d'Arthur Rimbaud. Jethro Tull, dans A Passion Play, va évoquer Alice au Pays des Merveilles, bref, etc. Le côté allongement des titres, voilà une autre caractéristique du rock progressif, l'allongement des morceaux. C'est vrai qu'au tout début des années 70, les maisons de disques se sont aperçues, on s'est fait mais un maximum de pognon avec des groupes qui sortaient des 33 tours. Le format 33 tours, ça permet effectivement ça paraît tellement évident, dépasser le format 45 tours, c'est-à-dire les 2 minutes 30 ou 3 ou 4 minutes maximum. Non, là on y va, on peut mettre des morceaux de 20 minutes. Un morceau par phase, allez, allons-y. Et en plus, les maisons de disques qui se sont tellement mis de pognon dans les poches sont prêts à financer les groupes pour qu'ils enregistrent des albums qui bientôt vont être appelés conceptuels. On n'est pas dans le concept, mais on est certainement dans ce côté d'improvisation du côté des États-Unis avec le Grateful Dead. Et en particulier l'album Live Dead. Les groupes de rock progressif ont entendu ça. Et puis j'en passe. J'aurais pu mettre le Quicksilver Messenger Service, Mad River, enfin j'aurais pu en mettre plein. Ce côté improvisation, allongement des titres considérables. Et puis un autre personnellement, ce n'est pas possible pour moi de mettre ce monsieur ni les Mothers of Invention, dont Frank Zappa, vous avez compris, dans aucun de leurs albums dans le rock progressif. Il va falloir trouver des arguments parce que pour moi, ça, pas du tout. Par contre, en termes d'influence, en particulier pour la racine classique, c'est-à-dire et dans la musique contemporaine, je pense que l'album Lumpy Gravy de Frank Zappa, qui sort en 1968, il me semble, on y est. Grand, bien sûr, amateur d'Edgar Varèse, et ça se ressent bien entendu, et puis il a toujours eu cette propension à avoir quelque chose de précis dans l'exécution des morceaux qu'il composait avec son groupe, un véritable chef d'orchestre. Mais le rock, et puis l'autodérision, la dérision, la critique sociale, bref, c'est quelque chose qui est peu présent dans les paroles des rock. Et l'humour, bon, je ne veux pas dire l'humour, c'est vrai qu'il y a certains groupes qui ont un peu plus d'humour que d'autres, comme Caravan par exemple, mais quoique. Mais disons que la dérision, la transgression morale, ce qui ne va pas tellement être le cas avec les groupes de rock progressifs, me semble-t-il. Mais bon. Bref, vous me direz quoi. Alors, après avoir dit cela, sur les influences. Bien entendu, ça s'est pas fait du jour au lendemain, le passage du rock psychédélique, du jazz rock naissant au rock progressif. Pour moi, je vais vous proposer des albums qui, me semble-t-il, montrent la transition. Ils ne sont pas dans l'ordre nécessairement de leur année de parution, mais le lien, par exemple, avec le rock psychédélique états-unien, en particulier West Coast, dans le jeu de guitare, je l'entends. Je l'entends sur cet album, le premier album de Camel, sorti en 1973. Bien sûr, ensuite, ils vont faire autre chose. Vous constaterez qu'il y a des albums dont je ne vais pas parler du tout. C'est pas que je ne les ai pas, je l'ai dit au début. Oui. Non, c'est parce que j'apprécie pas. Non, je ne sais pas vous parler. Je ne suis pas là pour vous faire les 100 meilleurs albums de rock progressif. Non. Je trouverais ça... Il y a des gens qui le font mieux, qui le font très bien. Un autre album. Cette fois-ci, on est plus du côté pop. Et le passage la pop psychédélique à une forme de pop progressive, et ben moi je le trouve, ce passage dans le deuxième album de Caravan. Donc, plus un titre, If I could do it all over again, I'll do it all over you. Bref. Super. Je vais en reparler de ces messieurs Dave Sinclair et puis Richard Sinclair qui sont présents sur cet album et Pye Hastings. J'y reviens très bientôt. Un autre album. Il faut dire, je profite, parce que j'aime bien le faire,
il y a quand même des labels qui vont être associés au rock progressif. Et parmi ces labels, il y a EMI, Harvest avec sa sous-marque Harvest Records, il y a Kingdom, il y a Manticore, il y a Charisma, et un autre label important, Vertigo. Et puis il y aura Island Records, enfin bref, mais il y a comme ça quelques petits labels. Alors, un album qui pour moi aussi, dans ses solides guitares, me fait penser immanquablement au rock West Coast US, et bien c'est le deuxième album de Yes, Time and a World. Et je le dis d'emblée, Yes, c'est quelque chose qui m'est resté en travers de l'estomac. J'ai beaucoup de mal à écouter les albums de Yes. Je ne nie pas que ce soit un groupe extrêmement important dans l'histoire du rock, et dans l'histoire du rock progressif en particulier, mais... Bref, vous allez comprendre tout de suite. Bien sûr, John Anderson, un groupe extrêmement important, personnellement. Mais cet album, par contre, celui-là, j'aime beaucoup le réécouter. Un autre. Alors, je vais vous parler de transition. Là, on est un peu plus tard, 1970 pour cet album de Yes. Ici, on est en 1972 avec cet album sur le label Kingdom de Nicholas Greenwood, avec une pochette effectivement qui n'est pas très attirante. Ici, c'est l'édition française. Bref, il semblerait que ces disques soient assez rares, que pour l'édition anglaise, ce soit encore pire. Bref, c'est un autre sujet. Cold Cuts, qui sort en 1972. Nicholas Greenwood, c'était le bassiste au sein de The Crazy World of Arthur Brown. Il en est sorti des gens qui sont allés ensuite, par exemple, d'autres formés Atomic Rooster, que j'ai déjà évoqué. Pour moi, c'est quelque chose qui existe entre qui hésite entre le pop rock, superbe bassiste, bon, superbe musique, c'est d'ailleurs ce que vous entendez. Et si vous l'entendez, je pense qu'il ne faut pas. Donc c'est cet album. Et puis le rock progressif. Formidable. Un autre groupe, des Londoniens, toujours des Anglais. Ils n'ont fait que 2 albums sur le label Harvest. Et puis ça va me donner l'occasion de parler des pochettes. Quelque chose de très important aussi. La diffusion, effectivement, le format 33 tours, le succès de pas mal de ces groupes à un moment donné. Yes va démarrer lentement, mais ensuite ça va être quand même un sacré monstre, sacré du rock, et du point de vue de son succès en tout cas. Les pochettes et les illustrateurs. Et bien ici, vous avez un exemple d'un studio de graphiste qui va jouer un rôle extrêmement important dans l'illustration des pochettes de disques du rock progressif, c'est Hypnosis. Pour un groupe ici, c'est le premier album de The Greatest Show on Earth. Groupe, et ici vous avez l'introduction dans cette musique qui, encore une fois, est un peu entre 2 chaises d'une section de cuivre. Voilà. Très très bien. Le deuxième album, il y a 1 ou 2 titres que j'adore sur le deuxième album, qui est très très bien aussi. Bon, celui-ci, j'ai une petite préférence. Et effectivement, avec Hypnosis. Autres personnages qui vont jouer un rôle important, par exemple, c'est dans les illustrations, c'est Roger Dean qui illustre les pochettes du groupe Yes, Asia aussi, je crois, les pochettes des disques pas mal de disques de John Anderson, toujours de Yes, et c'est lui qui a créé le fameux logo en spirale du label Vertigo. Voilà un groupe qui hésite, toujours, mais qui marque bien la transition. Encore une fois, qui va faire des albums qui seront classés dans le rock progressif. Je dois avouer que très très vite, moi je ne les ai plus écoutés. C'est le deuxième album de Barclay James Harvest, Once Again, qui sort en 1970. Il est bien meilleur que le premier, mais moins bon que le suivant. Mais il est dans la transition et il est plutôt très intéressant, toujours avec ses pochettes. Souvent, il va falloir penser à ouvrir les pochettes pour apprécier la totalité justement de l'illustration. Les instruments, vous avez compris, ça va être extrêmement varié. On va aller chercher des instruments un peu partout, et puis dans les univers, ça va permettre d'illustrer des univers très très différents, y compris des univers un petit peu médiévaux. Bref. Le violon.
Et bien avec un groupe qui hésite, encore une fois, et puis qui n'hésitera pas longtemps, puisqu'ils ne vont pas entrer dans le rock progressif à proprement parler. C'est le groupe The Flock. Leur deuxième album ici, Dinosaur Swamps, vraiment très très intéressant. Il me semble qu'il ne faut pas hésiter à écouter cet album pour la transition. Une tentative de transition entre le rock pop-rock et puis le rock progressif. Bon là, il y en a qui vont pas vraiment faire de transition, qui vont poser un jalon quasi immédiat. Et ce groupe, c'est King Crimson. Alors je vais commencer bien sûr par cet album, parce qu'il n'y a rien à dire. C'est bien sûr le premier album de King Crimson qui sort en 1969. In the Court of the Crimson King, bien entendu, avec en sous-sein des musiciens tout à fait exceptionnels, dont un certain Robert Fripp, que je vais avoir l'occasion d'évoquer. Le rock progressif, bien entendu, ce n'est pas un genre et un mouvement uniforme, si nous pouvons parler de mouvement. Il va se décliner, vous l'avez compris, de plein de façons. Avec ses différentes influences musicales, le jazz, la folk, la musique classique, parfois tout ça mélangé, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs, selon les groupes, il ne faut quand même pas exagérer. Je sais qu'il y a des adorateurs de ce genre musical, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui sont particulièrement ratées. Ça tombe bien, j'en parlerai pas, on va dire. Et puis voilà. Donc plusieurs déclinaisons du genre musical. Alors bien sûr, même en Angleterre, c'est ce que je viens de dire. En particulier en Angleterre, vous allez avoir ce qui a été appelé l'école de Canterbury. Donc, eux, clairement, ils sont plutôt du côté de l'expérimentation et du jazz. Je vais en parler tout de suite. D'autres, en France, bah oui, parce que en fait, c'est un mouvement qui a essaimé. En France, vous avez eu la Zeul, donc ce style musical, qui est une branche du rock progressif, fondée par Magma de Christian Vander, et puis qu'il y aura bien sûr avec Hardzoid et puis d'autres groupes. J'y reviendrai dans une deuxième partie. Ah oui mince, je vous ai pas dit, je vous ai pas prévu, il va y avoir une deuxième partie qui sera consacrée, là je vais surtout parler des groupes de Grande-Bretagne, mais ensuite je ferai une deuxième partie consacrée au rock en France, en Italie. Voilà une autre déclinaison. C'est le rock progressivo italiano. Donc effectivement avec des groupes assez extraordinaires en Italie. En Allemagne, d'aucuns pensent que le rock allemand d'Allemagne de l'Ouest du début des années 70, regroupé sous le terme Krautrock, c'est de la musique progressive. Bon bah moi je vous invite, je ne pense pas, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée consacrée au Krautrock. Le Krautrock c'est quoi ? Bon, comme ça vous permettra un petit peu de vous faire une petite idée. Moi, je n'en fais pas de la musique progressive, mais encore une fois, c'est mon opinion, ce sont mes goûts, c'est tout. Et puis, il y aura bien sûr aux États-Unis quelques groupes dans cette période 1970-1976 qui vont. C'est un mouvement qui va moins bien prendre aux États-Unis à cette période-là, parce que c'est une période où le rock psychédélique va continuer d'exister. Bien sûr, il s'éteint pratiquement en 73, 74. Mais l'imprégnation du rock psychédélique est tellement importante que c'est plus le hard rock qui va prendre aux États-Unis dans la foulée du rock psychédélique, me semble-t-il, plus que le rock progressif, qui reste un truc un peu européen. Il y aura des groupes de rock progressif en Hollande, Focus par exemple, et ailleurs. Deuxième partie. Voilà. Alors, je vous ai dit l'école de Canterbury. L'école de Canterbury, c'est plusieurs musiciens. C'est Richard Sinclair, c'est David Sinclair, c'est Pye Hastings, c'est Robert Wyatt, c'est Hugh Hopper, c'est Kevin Ayers. Bref, tous ces gens-là se sont retrouvés à un moment donné au sein d'un groupe dans les années 60, milieu des années 60, fin des années 60, les White Flowers, l'école de Canterbury. Ça va donner quoi l'école de Canterbury ? Ça va donner un groupe tout à fait extraordinaire où là nous allons retrouver effectivement l'influence du jazz, de l'expérimentation,
des tentatives. Alors c'est pas tant dans les paroles que ça va, voilà, que ça va s'élever ou soi-disant s'élever, c'est dans la musique. Bien sûr, le groupe Soft Machine, le premier album, j'en ai déjà parlé, ça a fait l'occasion de faire une vidéo, le tour d'un vinyle en 80 secondes, donc je n'y reviens pas. Non, je vais vous parler simplement du deuxième album de Soft Machine, ici dans l'édition française Barclay, qui sort en 1969, avec Mike Ratledge ici sur la pochette, Robert Wyatt et Hugh Hopper le bassiste, Kevin Ayers n'y est plus, il est parti vivre ses aventures ailleurs. Bref, deux albums selon moi majeurs de Soft Machine, et bien c'est celui-ci, le deuxième, et puis le troisième. Voilà, le troisième c'est une vraie tuerie. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout Soft Machine. Bon, bah moi je les trouve, je les adore. Voilà. Soft Machine pour moi c'est un des très très grands groupes, et puis au sein de ce groupe bien sûr il y a ceux dont je vous ai parlé entre autres, et puis il y a Robert Wyatt. Et Robert Wyatt, du point de vue de l'expérimentation, des tentatives qu'il a menées, bien je vous conseille le premier album de Robert Wyatt, ici dans son édition, sort en 1969 et 1970 sur le label Barclay, The End of an Ear. Là vous comprenez son approche expérimentale, un batteur, mais pas seulement, hein, clairement là vous êtes. Alors il va retrouver au sein d'un groupe, Robert Wyatt, le Matching Mall, il va retrouver un musicien de provenance directement de l'école de Canterbury, mais surtout d'un autre groupe qui est Caravan, que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est l'organiste David Sinclair. Donc, deuxième album ici de Matching Mall, super. Voilà. Et puis Robert Wyatt va continuer, hein. Je vais pas faire toute sa carrière, Opéra Wyatt, non pas du tout, mais je pense qu'il y a un album qui est important et qui peut être intégré au rock progressif, c'est Rock Bottom. 1973, hein, s'il me semble bien. Bref, je ne l'ai pas ici, mais il me semble que c'est 1973. L'année 1973, c'est bizarre, c'est au milieu, entre 70 et 76. Et ben, c'est un peu l'apogée du rock progressif en Angleterre, ou en tout cas en Grande-Bretagne. Bref, alors, je vous ai parlé de l'école de Canterbury, donc d'un certain Richard Sinclair, David Sinclair, Pye Hastings, et ben ces gens-là vont fonder un groupe assez fantastique dont j'ai parlé tout à l'heure. Celui-ci, pour moi, c'est une réussite totale. Je vais peut-être peu à peu délaisser Caravan par la suite. Mais, In the Land of Grey and Pink, 1971. Waouh, super. Là, tout est dans les mélodies. Là, véritablement, avec cette voix extrêmement douce. Bon, ils sont plusieurs à chanter, mais un ton toujours très posé, très doux. Et puis, une des autres caractéristiques, je continue à semer mes petits cailloux blancs, une des autres caractéristiques, c'est que les morceaux sont construits en plusieurs mouvements, avec des ambiances extrêmement différentes. Donc, effectivement, une musique qui demande un petit peu d'attention. In the Land of Grey and Pink. Et puis pour Kevin Ayers, je vous propose ici un album un double album qui est sorti en 1997, qui permet d'écouter vraiment juste après son départ de Soft Machine, des radio sessions. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est entre 1970 et 1972. Je n'ai pas beaucoup d'albums de Kevin Ayers dans la discothèque, c'est pourquoi je ne les évoque que très rapidement, mais ça c'est tout à fait intéressant pour les amateurs de Kevin Ayers, qui selon moi a vraiment une carrière un tout petit peu en dents de scie. Bref, on continue ? Allez, on continue, on va sortir de l'école de Canterbury, et puis là, je vais vous faire une proposition des albums dans l'ordre décroissant de... ma préférence, suis-je clair? Bref, le premier que je vais vous montrer ici, c'est parmi, dans la suite de ce que je vous ai montré, parmi mes préférés. Vous avez compris que moi j'ai une préférence pour les transitions, plus que le style, le genre musical dans son plein développement. Bref. Revenons bien sûr avec le King Crimson. Alors, pour le coup...
la présence de Robert Fripp fait que beaucoup d'albums de King Crimson ne tombent pas dans le côté un peu grandiloquent parfois, que je trouve un peu condescendant, un peu, voilà, on est des super musiciens, et puis on le montre, on fait la démonstration, quoi. Et puis, bon, là je sens qu'il y en a qui s'énervent, mais quand même, bon. Non, là avec Robert Fripp et chez King Crimson, on n'y est jamais. C'est toujours passionnant, parce qu'il y a ce côté expérimental, et il me semble que Last Songs in a Peak, c'est 1973, je vous ai dit, l'apogée 73, In Aspic, c'est pas Ziatic, non, c'est The Aspic, bref. Voilà. Au sein donc on participait à l'enregistrement du premier album de King Crimson, In the Court of the Crimson King, eh bien il y a un certain Ian MacDonald, et puis Michael Giles, avec son frère ici Peter Giles à la basse, pour l'album MacDonald and Giles, que vous avez ici. C'est pareil, c'est d'une douceur, c'est d'une tranquillité, c'est d'une maîtrise, c'est un album absolument sublime. 1970, voilà, ici sur Island Records. Robert Fripp, je vous ai dit, guitariste incontournable, il va jouer sur plusieurs albums et continuer d'accompagner un autre grand musicien, un peu fondateur de l'électro, un peu. C'est Brian Eno. Là, juste en passant, je vous présente deux albums. Alors, on n'est pas vraiment tout à fait dans le rock progressif, mais quand même, tout amateur de rock progressif se doit d'écouter No Pussyfooting de Fripp et Eno. Et puis l'autre album de Brian Eno, qui est juste, qui paraît, je pense qu'il paraît pas la même année d'ailleurs, c'est Here Comes the Warm Jets. Bien sûr, alors même s'il n'est pas indiqué Robert Fripp, il y est. Voilà, il participe à l'enregistrement de cet album. Bon, ça c'était en passant. Alors, un autre groupe, le groupe de Peter Hamill, qui lui va alors enregistrer des albums solo dans des quantités. Des quantités, bon, bah, moi j'aime bien cet album, le troisième album de Van der Graaf Generator, H2 He, ou H, c'est-à-dire hydrogène to hélium, bref, Who am the only one. Magnifique. Bon. Alors là, on est effectivement dans des paroles, voilà, c'est l'univers, c'est le cosmique, bref. Voilà le seul, le dernier, pardon, je sais, je vais beaucoup décevoir beaucoup d'entre vous, mais le seul qui me semble, avec celui dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire leur deuxième album, c'est Close to the Edge de Yes. Bon, il faut quand même être difficile pour ne pas trouver cet album tout à fait intéressant. Très bon. Je préfère personnellement la deuxième face à la première. Un côté un peu plus folk qui me convient très bien, bien sûr, avec John Anderson, Bill. Alors, bien sûr, le guitariste Steve Howe. Voilà. Superbe album avec l'illustration ici. Alors le lettrage ici de Roger Dean fait penser un peu au lettrage de Rick Griffin pour les groupes. Et les posters rock progressif, psychédélique pardon, aux États-Unis. Bref, ici voilà, Roger Dean, magnifique. Et puis un album que je trouve pas mal, je vous ai dit jusqu'en 1976, de John Anderson, c'est, je mets donc un petit peu, c'est Olias of Sun Hilo. Voilà, superbe avec à l'intérieur, avec un univers, voilà. C'est un peu entre le heroic fantasy. Très bon album de John Anderson en solo, il a fait plein d'albums en solo. Bon, bref. Autre album classé que j'ai évoqué tout à l'heure dans le rock progressif, qui a fait plein d'albums, mais je dois avouer que je les ai quasiment tous, parce qu'il faut quand même dire que vers 12-13 ans, j'ai commencé avec mon papa à parcourir les raideries, les vides-greniers, les brocantes, etc. Et alors les disques de rock progressif, sincèrement, c'est ce qui se trouvait le plus facilement. Vous en aviez 10 à la douzaine pour des sommes extrêmement modiques.
Et bon, vers 14-15 ans, j'ai commencé à écouter autre chose, et puis bon, j'en ai continué à acheter quand même quelques-uns. Et puis, pour préparer cette vidéo, je m'y suis replongé. Vous imaginez que pour certains de ces albums, ça faisait très longtemps que je les avais pas écoutés. Bon, celui-là, il est quand même bien. C'est le troisième album de Barclay James Harvest, je le trouve formidable. Voilà. Superbe album de Barclay James Harvest. Ils en ont fait, certains d'aucuns parmi vous diront bah non, c'est pas le meilleur, du point de vue du rock progressif. Bon. Allons-y, Jethro Tull, côté médiéval. La flûte traversière, bien sûr, Ian Anderson, ce grand fou. Il y avait John Anderson et Ian Anderson, enfin bref. Deux albums pour moi, Thick as a Brick. Thick as a Brick. Bon, très bien. Bien sûr, je sépare totalement la première partie de carrière, c'est-à-dire les 3-4 premiers albums de la suite, en particulier à partir de Thick as a Brick. Oui, on est bien. J'en écoute plus beaucoup du Jethro Tull, à part vraiment les 2-3 premiers albums que j'écoute encore régulièrement, mais sinon bon. A Passion Play, je vous disais ici, avec vous avez le Play, qui est inspiré en partie d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Je me répète, A Passion Play. Oui, effectivement, ça s'inscrit dans un aspect plus folk du rock progressif, avec des musiciens toujours exceptionnels. Hein. Je l'ai déjà dit, les musiciens de rock progressif, oui, alors là on est souvent quand même des musiciens tout à fait remarquables. Alors là, un groupe, vous avez compris, je descends dans mes préférences, c'est-à-dire j'apprécie de moins en moins, si vous avez tout compris. Bref, mais je tolère encore le deuxième album de Genesis. Alors, il y a ce côté, avec Peter Gabriel, ce côté bien sûr théâtral, avec des textes extrêmement élaborés qui font référence à la Bible, à la littérature anglaise, enfin bref, on est chez les intellos, hein, un petit peu là, avec et puis ce côté extrêmement théâtral de leur concert. L'album Trespass qui sort en 1971. Je veux vérifier immédiatement sans plus tarder, je ne veux pas dire de bêtises concernant la sortie, sur le label Charisma, 1970, c'est bien ça. Et puis le suivant. Et puis après, désolé. Non, je ne citerai pas Selling England by the Pound, ça vous le trouverez dans les 100 albums de rock progressif qu'il faut avoir écouté. Mais je... Non. Alors, donc Trespass. Et puis Nursery Crime. Là, oui, là, c'est quand même bien. Et je vous avoue que je n'ai réécouté que très récemment ces albums. Mais quand même, ça c'est bien. Pourquoi est-ce que je remets les pochettes? Ça sert à rien. Alors là, je sais, label Vertigo. Pas l'album qui est forcément le plus fréquemment cité parmi les meilleurs les albums à avoir écouté de ce groupe, c'est Gentle Giant. Bon, moi et encore, Octopus, effectivement, je l'ai réécouté récemment, j'étais déçu. J'en avais gardé un meilleur souvenir. Peut-être que j'aurais dû rester sur mon souvenir pour vous en parler, mais j'en dirai pas beaucoup plus. Mais c'est bien, et je préfère celui-là aux autres. Et vous allez encore me dire, mais non, mais c'est pas le meilleur. Ok. Alors, bien sûr, le côté symphonique, le côté très inspiré par la musique classique, eh bien vous allez trouver tout cela au sein du groupe Emerson, Lake and Palmer,
ELP pour les intimes, en son sein bien sûr Greg Lake, Keith Emerson, j'ai dit Greg Emerson tout à l'heure, Keith Emerson, Greg Lake et puis Carl Palmer, les deux précédents en provenance directe d'Atomic Rooster, et puis bien sûr Keith Emerson du groupe The Nice que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors là, je dois avouer que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal et je les ai réécoutés. Alors je vais simplement vous présenter ceux dans lesquels j'ai trouvé matière. J'ai trouvé matière. Le premier c'est 1962, c'est l'album Tarkus. Superbe, avec des superbes dessins à l'intérieur de la pochette. Effectivement, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est ce côté un peu pompeux. Vous allez me dire, oui mais ça c'est toujours la même critique au sujet des groupes de rock progressif, on leur dit c'est pompeux, c'est machin, bon bref. Là quand même, et puis effectivement, cette grande nappe d'orgue, bref. Et puis l'autre que, voilà, qui, la deuxième face est tout à fait intéressante, la pochette aussi est tout à fait intéressante. Cette fameuse pochette qui a été réalisée par le créateur de la créature, d'Alien, le film de Ridley Scott, comment s'appelle-t-il, Giger, je ne sais pas comment prononcer son nom, c'est G-I-G-E-R, je crois, H.R. Giger, bon, peu importe. Enfin, peu importe, non, pas peu importe, c'est tout à fait important aussi, voilà, superbe pochette. Bon, effectivement, depuis les Nice, Keith Emerson a beaucoup utilisé en particulier des extraits. Il jouait, bien sûr, des extraits du Bach, etc. Bref, on retrouve un petit peu... c'est lui qui a le plus explicitement utilisé, disons, des éléments de la musique classique, à tel point de les intégrer aux morceaux du groupe. 1973, il me semble, Brain Salad Surgery, c'est le titre de cet album. Et puis je termine 1976 avec, bien sûr, The Alan Parsons Project, un musicien, un producteur, ingénieur du son. Ici, ce sont les poèmes d'Edgar Allan Poe qui sont mis en musique. Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe, du Alan Parsons Project. Voilà, l'intérieur de la pochette est tout à fait fantastique avec ce livret. Superbe photo d'ailleurs. Bref. Voilà, c'est ma proposition. J'en oublie un. Je ne l'oublie pas. Les albums sont sur la table. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Pink Floyd. Pink Floyd est-il un groupe de rock progressif? Pour moi, ça a toujours été, me semble-t-il, un groupe de rock progressif. Bon, il semblerait que ce soit. Bon, il y a quand même deux albums que je vais mettre, qui me semblent être dans l'univers progressif, du rock progressif, c'est-à-dire cette volonté de faire progresser la musique rock, la sortir de ses schémas. Je veux dire, c'est pas une idée très originale, ça a déjà été fait par les musiciens de rock psychédélique. Mais bon. Et ben j'en mettrai que deux, et pas celui que, bien entendu, vous attendiez toutes et tous. Non, moi je vais mettre Atom Heart Mother, 1970. Pink Floyd, je dois vous avouer que j'ai beaucoup de mal à réécouter leurs albums aussi, à part le premier Exit Barrett, mais celui-là c'est quand même pas mal. Atom Heart Mother, et puis Medal. Pourquoi je... Et puis Medal. Voilà. Non, il n'y a pas Dark Side of the Moon. Celui-là, j'arrive plus à l'écouter, donc je vais pas le mettre. Bon. Ça c'est quand même pas mal. 1971. 1970, 1961. Voilà, c'était ma proposition concernant le rock progressif. Vous avez compris que la définition, c'était tous ces petits cailloux blancs que j'ai évoqués. C'est un genre musical incontournable. Il y aura donc une deuxième partie consacrée rock progressif en France, et c'est vrai, il a eu du succès, ce mouvement musical. Il y a eu plein de groupes plus ou moins intéressants. Et puis en Italie aussi, ça. Et ben voilà, Vince, that's me. Cares about you. Pensez à vous abonner. Petit symbole en bas à droite de l'écran. Non, par là. Voilà. Allez, salut.